Mettez un loup dans un groupe de moutons, ou un renard dans un poulailler, et la peur et l'angoisse en résultera. Mais lorsque dans un quartier où tout semble normal, une chose encore inconnue à ce jour grandit, ce n'est pas seulement la peur ou l'angoisse qui s'y installe, mais également la paranoïa. Dans d'étranges circonstances vint la mort d'un enfant. Parents dévastés, voisinage apeuré, police mobilisée. Cependant, personne ne sut expliquer l'origine du décès. Il était au sol, sans vie, avec une sorte de matière noire, visqueuse et odeur putride. On ne put rien retirer de cela. Les parents de l'enfant portaient le nom de Fleuret, et ces derniers ne purent fermer l'œil de la nuit. Tout le quartier était sous le choc, mais la police, elle, dut tout de même faire son enquête. La porte de la maison des Fleuret fut forcée, et l'hypothèse du meurtre fut donc envisagée. Le lendemain, Gary et John, les deux enquêteurs en charge de l'affaire, prirent la décision d'interroger leurs voisins directs, les Walker, un jeune couple et leur enfant, résidant dans la maison juste au-dessus de celle des Fleuret. Ils toquèrent à la porte pour qu'un jeune homme sans un cheveu sur le crâne vienne les ouvrir. C'était Monsieur Walker. Bonjour monsieur, je me nomme John Caliburn et voici mon collègue, Gary Manson. Nous enquêtons sur le meurtre du jeune Mark Fleuret. Auriez-vous un instant pour répondre à quelques questions? Oh oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. La voix d'un enfant vient retentir du fond de la pièce. Papa, c'est qui ces messieurs? Rien, va donc dans ta chambre. C'est votre fils? Oui, il s'appelle Elliot, et il vient tout juste d'avoir 5 ans. Je ne voudrais pas vraiment qu'il sache ce qu'il s'est passé. Daniel Walker, c'est bien ça? Oui. Très bien Daniel, où étiez-vous hier soir entre 22h et 2h du matin? J'étais chez moi en train de dormir avec ma femme. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous pensez que c'est un meurtre? Eh bien voyez-vous, la porte de vos voisins a été forcée, ce qui laisse à penser que quelqu'un serait entré dans le but de tuer l'enfant. Oh mon Dieu. Connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait en vouloir au couple Fleuret? Eh bien, il y a la vieille Petronella, mais elle s'est déjà mise à dos tout le quartier. Je ne vois pas pourquoi elle s'en prendrait à eux en particulier. Et où habite donc cette Petronella? C'est la grande maison, à l'entrée du quartier, vous ne pouvez pas la rater. Merci beaucoup, monsieur Walker. Appelez-moi Daniel. Oh, une dernière question, Daniel. Auriez-vous entendu quelque chose de suspect la nuit dernière? Non, vers minuit, je me suis réveillé à cause du vent, mais rien de plus, désolé. Ce n'est rien, merci quand même. Les enquêteurs allèrent donc au seuil de la maison de Petronella, une vieille femme qui n'avait plus toute sa tête et qui passait son temps à épier les gens depuis sa fenêtre. Elle guettait les allées et venues de tout le monde et distribuait des faits toujours invérifiés et souvent déplaisants sur les habitants du quartier. C'est d'ailleurs cela la raison de son froid avec les autres. Perché du haut de son balcon comme un corbeau qui attendrait d'arracher les yeux de ceux qui passeraient un peu trop près d'elle. Madame? Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Fichez le camp de là. Nous voulons juste vous poser quelques questions. Nous faisons partie de la police. Oh, excusez-moi. Je méfie un peu des gens d'ici. Surtout après le meurtre de cet enfant. Pardon, mais comment pouvez-vous prétendre que cela est un meurtre? Eh bien, que feriez-vous là, sinon? Madame Petronella, c'est bien ça? Qui a bien pu vous donner mon nom? Et puis pour vous, ça sera Madame Guilty. Non, mais... Peu importe, Madame Guilty. Pouvons-nous vous poser quelques questions? Je ne vous aurais pas fait entrer, sinon. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas idée de ce qui peut se passer quand je ne suis pas là-haut sur mon balcon. Bien, faisons vite dans ce cas. Que faisiez-vous hier soir entre 22h et 2h du matin? Eh bien, quelle question? Je dormais, bien sûr. Et par conséquent, vous n'avez rien entendu d'étrange dans la nuit? Eh bien, si le vent qui m'a réveillé quelque chose d'étrange, dans ce cas, oui. Mais dans le cas contraire, je ne crains ne pas pouvoir vous aider davantage, messieurs. Pouvez-vous nous parler de Daniel Walker et de sa femme? Oh, je les connais depuis leur arrivée ici, il y a une dizaine d'années. Le jeune couple et leur fils. Pardonnez-moi, mais leur fils a 5 ans aujourd'hui. Comment aurait-il pu être présent il y a une dizaine d'années? Oh, mais les Walker avaient un autre garçon. Mais là, celui-ci a disparu il y a pas mal de temps déjà.
lui et son ami, le fils de Fleuret. Adrien et Cédric, si mes souvenirs sont bons. Ils étaient partis en voyage, depuis on ne les a plus jamais revus. C'est horrible. Et comment était la relation entre les Walker et les Fleuret à ce moment-là? Pourquoi me demander ça à moi? Pourquoi pas à eux, directement? Eux ont une et demie raison de mentir, mais vous non. Enfin, presque. Pour vous répondre, la femme de Daniel, Céleste, en a beaucoup voulu au Fleuret, notamment parce que ça aurait été l'idée d'Adrien de partir. Mais au fil du temps, ça s'est arrangé. Je ne pense pas que l'un d'eux ait commis le meurtre. Si vous cherchez quelqu'un, je vous conseille de diriger vos soupçons vers le second fils des Walker. Qu'est-ce que vous dites? Cet enfant n'a que 5 ans. Mais je le vois, il est à l'origine de ces meurtres. Comment ça, ces meurtres? Celui-ci est celui qu'il commettra dans le futur. À ce moment-là, le regard de Miss Guilty se faisait vide. Elle perdit le contrôle de ses muscles et se laissa tomber sur son fauteuil. Madame, vous allez bien? Oh, excusez-moi. Une femme surgit dans la pièce. Madame Guild, mais qui êtes-vous? Nous sommes de la police. Nous enquêtons sur la mort d'un jeune résident de ce quartier. Oh, vous parlez de l'enfant? En effet. Pardonnez-moi, mais Madame Guilty a l'air très fatiguée. Elle est bipolaire, a souvent des crises d'angoisse, et ça lui arrive d'avoir de nombreux délires. Alors, je ne pense pas que toutes ces réponses soient valides pour votre enquête. Et encore moins ces cassettes que vous reluquiez depuis tout à l'heure. Qu'y a-t-il sur ces cassettes? Ces entretiens avec la psy. Et puis, en quoi ça vous regarde? Pardon, mais vous êtes? Infirmière Mireille Dessieux. Pouvez-vous nous laisser maintenant? Oui, bien sûr. Au revoir, mademoiselle. Les deux enquêteurs sortirent de la maison et se rendirent dans la rue. Alors, t'en penses quoi? Je pense que Petronella avait l'esprit lucide jusqu'au moment où elle a dérapé sur Elliot. Pourquoi cet enfant? Après avoir interrogé plusieurs habitants du quartier, les enquêteurs en arrivaient au point de départ. La seule chose qui semble revenir à chaque fois, c'est le vent qu'il y aurait eu durant la nuit. Aucun des voisins n'avait de raison de tuer l'enfant. Maintenant, si cela ne vient pas de la raison, serait-il possible qu'un dérangé mental s'en prenne à la famille? La seule prise de folie apparente serait la vieille Petronella, mais rien n'empêcherait la possibilité que ce soit quelqu'un d'autre qui cacherait son jeu. À court de moyens, lorsque Gary et John retournèrent dans ce fameux quartier, ils firent un détour chez les Walker, avant d'aller chez le Fleuret. Quand ils arrivèrent en face de chez eux, une dispute, des insultes et autres menaces se faisaient hurler entre les deux familles. Les enquêteurs stoppaient le conflit, tandis qu'Angelina Fleuret, la mère du défunt, dirigeait ses reproches, ses insultes et autres accusations vers le fils des Walker, Elliot. Pourquoi lui? Monsieur et Madame Walker, ouvrez s'il vous plaît. Je pensais que vous en aviez fini avec nous. Nous avons besoin de parler à votre fils. Il n'a que 5 ans, laissez-le. Nous allons juste lui parler, Daniel. Qu'est-ce qui pourra bien vous répondre? Soyez raisonnable. La raison n'est pas de mise dans ce quartier. Rétorqua au loin Angelina. Suite à cette altercation, Caliburn et Manson, nos deux enquêteurs, se rendirent de nouveau chez la vieille Petronella, dans le but d'en savoir plus sur Elliot, étant donné qu'elle semblait savoir pas mal de choses sur ce garçon. Madame Guilty, c'est encore nous. Encore vous? Ah oui, excusez ma douce Mireille. Elle est parfois directe avec les gens. Vous avez encore d'autres questions? Oui, nous aimerions parler d'Elliot. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Ce sale gosse me fait la misère. Il est toujours là. Il tue à chaque fois. D'abord des enfants, puis il grandit. Puis il tue des adultes. Je le vois chaque nuit. Vous parlez de rêves? C'est bien plus que des rêves, messieurs. C'est ainsi que se déroulera l'avenir. Je l'avais vu des années à l'avance. De quoi vous parlez? Le meurtre du petit Fleuret. À l'époque, je ne savais pas encore qui c'était. Mais depuis sa naissance... C'est totalement insensé, dit Gary. Attends, laisse-la finir.
Si mes souvenirs sont bons, le prochain sera une fille. La maison à côté de celle des Fleurets. Comment il s'appelle? Les Mirages. Lucie Mirage. C'est elle la prochaine. Cette femme raconte n'importe quoi. John. Eh bien, Madame Getty, merci pour toutes ces informations. Je me ferai un plaisir d'en tenir compte. Merci de m'avoir écouté, messieurs. Faites attention à vous. Cet enfant grandit. Et un jour, il nous dévorera tous. Un peu plus tard, dans l'allée. John, sérieusement, tu ne crois pas cette femme? Gary, c'est notre meilleure chance de comprendre ce qui se passe. Mais elle parle d'un enfant de 5 ans. Écoute, si t'as une autre piste, je t'en prie, vas-y. Mais ce soir, je sais où est-ce que je serai. Et je peux savoir où? En face de la maison des Mirages. Tu vas finir aussi cinglé qu'elle. Les deux enquêteurs sont retournés au poste de police pour plus de calme, même si le silence qui régnait dans le quartier devenait presque trop bruyant. Plus personne ne sortait, tout le monde restait chez eux, les portes des maisons verrouillées, les fenêtres fermées, les enfants surveillés. Au bureau, Gary et John se lancent d'étranges regards, avant que l'un d'eux se décide à parler. D'après son dossier, cette femme aurait perdu son enfant lors d'un accouchement il y a 20 ans. Je sais bien quel genre d'impact cela peut avoir sur la santé et... Écoute, je sais ce qui vous est arrivé à toi et ta femme. Ça a été horrible. Et très dur à surmonter. Mais vous n'êtes pas devenu fou, n'est-ce pas? Personne ne réagit de la même façon, John. Ouvre les yeux, bordel. Gary, fais comme tu veux, mais ce soir, j'irai me poster en face des Mirages, avec ou sans toi. Très bien, comme tu veux. Et ça sera sans moi. John se rend seul, en face de la maison des Mirages. Il arrête sa voiture, le souffle du vent a été modéré. Le quartier, lui, était lugubre et sans vie. Les dernières lumières se sont éteintes il y a déjà un moment. Et hormis le vent, le silence était omniprésent. Assis confortablement, il ne s'attend pas à voir grand-chose, quand, venu de nulle part, Gary, qui va rejoindre John sur la seule piste qu'il possède. Tu as décidé de me rejoindre finalement. Oui, on est une équipe, on ne devrait pas se la jouer solo. T'as raison. Mais qu'on soit bien clair, je ne m'attends pas à voir quelque chose. Quoi, tu ne crois pas aux histoires de la vieille, finalement? C'est dur à expliquer, mais j'ai l'intuition que cette histoire est plus sombre qu'elle ne laisse paraître. Moi, je préfère rester dans du concret, et ne pas tomber dans des scénarios tirés par les cheveux. Puis tu sais, les affaires non classées sont nombreuses et... Je refuse que cette affaire soit non classée. Je ne supporterai pas que... Chut! Attends, regarde. Mon Dieu, c'est lui, Elliot. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Pour l'instant, il est juste debout devant la porte. On l'interpelle? Non, attendons encore un peu. Au bout d'une vingtaine de minutes à regarder un enfant debout en face d'une porte, un vent terrible vint s'abattre sur le quartier. Une immense quantité de poussière aveugla nos deux enquêteurs, bloqués à l'intérieur de la voiture. Elliot avait disparu. La porte, elle, ouverte, et des cris d'enfants se firent retentir à travers tout le quartier. Pas d'autre moyen que de tirer dans la vitre pour pouvoir sortir le plus vite possible et s'élancer dans la maison en direction des cris. Il venait de l'étage, mais hélas, il était arrivé trop tard. La jeune fille dont le corps fut pétrifié au sol était désormais sans vie, avec la même matière noire qui présentait une sorte de traînée menant vers la chambre des parents, démembrés, au repos sur leur lit. Le vent froid qui traversait la pièce était certainement la dernière chose qui donna des frissons à ce moment-là. Les inspecteurs constatèrent que les circonstances étaient les mêmes, mais les questionnements sur Elliot s'y posaient davantage. Le rapport fut incomplet. Il se voyait mal y mettre qu'au moment où le vent se mit à souffler, un enfant força l'entrée et tua toute la famille. La nuit passa donc, et les habitants n'étaient pas tous au courant des événements de la nuit. Au lever du soleil, John arriva seul, énervé, et il comptait bien comprendre ce qui se passait, notamment le lien qu'il semble y avoir avec Elliot. Il arrêta son véhicule en dérapant en face de chez les Walker, et d'une marche décidée s'avança vers la porte et frappa de toutes ses forces. Monsieur Walker, ouvrez! Oh, monsieur l'inspecteur, je voulais m'excuser de... Où est le gamin? John se précipita dans la maison en bousculant au passage Daniel. Dites-moi où est Elliot? Chérie, qu'est-ce qui se passe?
Dit Céleste, la mère du garçon. Monsieur l'inspecteur cherche Elliot. Nous l'avons vu, mon collègue et moi, proche d'une nouvelle scène de crime hier soir. J'ai quelques questions à lui poser. Vous pouvez nous les poser à nous, vos questions, affirma Daniel en fermant lentement la porte principale à clé. Non, je tiens vraiment à les poser à Elliot, directement. Dites-nous, monsieur l'inspecteur, où est donc votre collègue? Je suis parti très tôt du poste et il n'était pas encore arrivé. Bon, où est donc ce foutu gamin? Il ne veut pas sortir de sa chambre et il n'aime pas les inconnus. Rétorqua Céleste. Je vois. Eh bien, à vrai dire, j'ai une question à vous poser. On vous écoute? Vous ne sembliez même pas étonné lorsque j'ai parlé d'une nouvelle scène de crime, ni de fait que nous ayons aperçu Elliot au moment des meurtres. À ce moment-là, le visage du père de la famille devient pâle, d'un pâle presque fantomatique. Madame Walker, elle, ferma les fenêtres et tira les rideaux, puis revint s'asseoir près de son mari, en lui tenant la main. Un silence gênant s'est installé, et quelques instants après, une voix grave, résonnante, se dispersait dans la pièce comme une sorte d'écho, qui semblait provenir de chaque recoin de la maison. Les prolifiques vilainies de Dame Neptune ont pullulant sur lui, dédaignant la fortune et brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution. Mais qui êtes-vous? John se leva précipitamment et dégaina son arme en direction de la provenance de la voix qui semblait au fur et à mesure tourner autour de lui. Brave est faite, que pieuses actions, visage des mots nous servent enroués dessus pour le diable lui-même. Vous pensez ne pas être sous mon regard, mais rien ne pourra vous libérer de votre condamnation. Ça suffit. À ce moment-là, Gary défonça la porte d'entrée et surprit John, seul, dans une pièce sombre avec son arme pointée sur lui. John lui tira dessus une fois. Gary se fit toucher à l'épaule et tomba au sol. Mais dans sa chute, tira sur son collègue et le tua d'une balle dans le cœur. 2 enfants et un inspecteur morts en l'espace de 2 jours et un mystère âgé de 5 ans, tous là dans le même quartier. Certains pourront penser que Gary Manson deviendra fou, perdra la tête et se fera oublier de tous. Et pourtant, c'est bien lui qui fut le plus proche de la vérité. Il fut néanmoins retiré de l'enquête, mais bien plus qu'une simple envie, il avait besoin de comprendre. 2 jours après la mort de son collègue, il alla sans plus tarder sonner à la porte de Miss Guilty, les yeux du quartier. « Bonjour, madame. » Encore vous? À ce rythme, je vous passerai le double des clés. Où est donc votre collègue? Il est mort très récemment. Oh, je suis navré. Mais vous ne devriez pas être en congé, par conséquent. L'enquête m'a été retirée, mais je désire plus que tout conclure cette affaire. Comment ça, retiré? Vous ne comptiez pas me soustraire des informations, alors que vous n'en comptiez même plus. Mais madame... Non, je ne veux plus rien entendre. Veuillez partir immédiatement. L'entretien ne se prolongea pas plus longtemps. Lors de leur première venue, John avait remarqué des cassettes sur lesquelles étaient enregistrées ses séances avec un psychologue. Si c'est à travers ces histoires étranges que se trouve la vérité, alors ces cassettes sont la clé à tout cela. Le soir venu, Gary se mit en tête d'entrer discrètement chez la vieille Petronella pour lui prendre ses cassettes. Souvent appelé pour des affaires de vol, il savait parfaitement comment s'y prendre et ne pas laisser de traces. Il réussit donc à s'emparer des cassettes et à partir au plus vite. La seule chose qu'il négligea était la présence de 2 caméras de surveillance, mises après les 2 meurtres du quartier. Arrivé chez lui, il décide donc de regarder les cassettes volées. Les enregistrements datent d'il y a environ 5 ans. Vos rêves sont-ils fréquents? Oui, toutes les nuits. C'est comme s'ils se suivaient tous. Chaque nuit, un nouvel élément se vient coller à ce qui s'est passé la nuit précédente. Pouvez-vous me faire une sorte de résumé de tous ces rêves? Il y a tout d'abord 3 personnes, un homme, une femme et un enfant. Puis cet enfant disparaît. Les 2 adultes sont tristes et récitent quelque chose. L'entité lugubre apparaît, puis fait apparaître à son tour un autre enfant. L'entité disparaît et il y a des morts. Au-delà de mon quartier, il y a plein de morts.
l'entité agit à travers cet enfant. Il arrêta la cassette vidéo et resta perplexe. Même si cela lui parut invraisemblable, les accusations de Petronella envers le jeune Elliot devenaient compréhensibles. Et le fait de l'avoir vu le soir où lui et John surveillaient la maison des mirages aussi. Tout cela était à la fois complètement logique et cohérent, mais à la fois totalement étrange et confus. Gary n'en resta pas là et le lendemain prit la décision d'informer l'enquêteur pour qui l'affaire a été relayée. Arrivé au poste de police, Gary s'avança plus que rapidement en direction de Crady, l'enquêteur dont il était question. Bonjour, je suis Gary Manson. Vous travaillez actuellement sur les 2 meurtres survenus dans le quartier tout près d'ici, n'est-ce pas? Oui, en effet. Toutes mes condoléances pour votre ami. Je dois vous informer de quelque chose. Au sujet de l'affaire? Mais je pensais qu'on vous l'avait retiré. Oui, mais j'ai continué d'enquêter et je sais qui est l'auteur de ces meurtres. Ah oui. Et qui ça? Une sorte d'entité qui prend l'apparence du jeune Elliot et qui... Excusez-moi, mais... Quoi? Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je suis... Mon pauvre, la mort de votre ami vous a vraiment affecté. Bon, laissez-moi travailler et partez vous reposer, inspecteur Manson. Dit-il en remettant sa veste, prêt à partir. Énervé, Gary quitte immédiatement le poste de police et s'en va directement voir Miss Guilty. Mais lorsqu'il fut arrivé, il vit la police sur place. Crady l'avait déjà devancé. Mais la banderole jaune était déployée, les ambulanciers garés sur le bas-côté, et un brancard accompagné d'un corps niché dans un sac en plastique sortait calmement de la maison. C'était elle. Petronella Guilty était morte, d'une crise cardiaque d'après les ambulanciers. Bien sûr, qui d'autre pourrait avoir la vérité si ce n'est qu'une vieille proche de la mort, dit Manson d'un ton sarcastique. Maintenant que Crady est dans le quartier, il devait se faire le plus discret possible, et alla immédiatement se rendre chez les Walker. Il déménage, comme une grande partie du quartier d'ailleurs. Cela n'est pas étonnant. D'autant plus qu'un agent de police est mort chez eux. Il était au milieu des cartons à l'extérieur, mais ne savait absolument pas ce qu'il comptait leur dire ou quoi faire. La poignée de la porte se baisse et celle-ci s'ouvre lentement. Se tenait en face de l'inspecteur le tout jeune garçon des Walker. Bonjour. Vous êtes venu voir mon papa et ma maman? Tu es bien Elliot? Oui, c'est bien moi. Je peux te parler une seconde un peu plus loin? Je dois d'abord demander à mes parents. Non, ça ne sera pas la peine. Viens s'il te plaît. Gary emmena l'enfant vers le côté de la maison, à l'abri des regards. J'ai besoin de savoir, Elliot. Est-ce que c'est toi qui as commis ces meurtres? Mais de quoi parlez-vous? Je n'ai fait peu de vaincre cette vénale et virulente vermine, vantant le vice et versant dans la vicieusement violente violation de la volition. N'y a-t-il de mal à cela? Une voix grave sortait de la bouche de l'enfant et prenait la place de la sienne. Sous le choc, Manson fit 2 pas en arrière avant de retomber sur le bois moite de la palissade. Le bruit fut juste assez important pour que Crady, allant interroger les Walker, l'entende et le voit lui et l'enfant sur le côté de la maison. Elliot, c'est bien ça? Oui. Va rejoindre tes parents, s'il te plaît. Elliot s'en alla et Crady resta donc en tête-à-tête avec notre inspecteur. Bordel, Manson, qu'est-ce que vous faites? Mais puisque je vous dis que c'est le meurtrier, enfin le... Ça suffit, Manson. Cassez-vous, je vous fais arrêter. Furieux, Gary n'a d'autre choix que de se résigner à partir. Sur le chemin, il se rend compte que sans Petronella, Crady et les autres ne pourront jamais comprendre, même s'il doute du fait qu'elle les aurait convaincus. L'inspecteur se perd dans ses pensées, et suite aux anciennes paroles de Miss Guilty, qui disait que la chose en lui grandissait, qu'elle finirait par tous nous tuer, suggère que le seul moyen d'éliminer cette menace serait de tuer l'enfant. Il garda ses réflexions pour lui, et ne les partagea avec personne d'autre. Les jours passèrent et les morts ne se limitaient déjà plus seulement au quartier, mais à la ville entière. La police officialise les actes d'un tueur en série psychopathe, dangereux, mais il n'en est rien. Du moins c'est ce que pense Manson. Et c'est au bout d'une vingtaine de jours, à entendre parler de meurtre, qu'il se décide à tuer Elliot.
Le fera-t-il par raison ou par folie? À l'étage, le fils des Walker s'apprête à se coucher. Ses parents s'en vont dans la chambre au bout du couloir, et la voiture de Manson se gare juste en face de chez eux. Le quartier, lui, fut déjà logé dans le monde des songes, et personne ne se réveillait. L'inspecteur escalada le mur le menant vers la chambre du jeune garçon, cassa la fenêtre dans un immense fracas. Le fils se mit à hurler. Manson mit un tissu dans la bouche de l'enfant, l'empêchant ainsi de crier, et fit en sorte qu'il ne puisse s'échapper en lui attachant les mains. Au moment où ses parents ouvrirent la porte de sa chambre, Gary et Elliot se tenaient au rebord de la fenêtre, puis se tinrent. Céleste appela la police, tandis que Daniel tenta de les rattraper. Gary monte dans sa voiture en tirant Elliot avec lui. Il démarre sans plus tarder. Déterminé à récupérer son fils, Daniel prit les clés de sa voiture et le poursuivit aussi vite. Les deux véhicules sortirent du quartier. Gary enchaîne les virages en espérant le distancer, mais hélas, la police se joignirent à lui. 2 véhicules de police, qu'il poursuivit au beau milieu de la ville encore bondée de monde. Manson prit un virage serré et à l'abri des regards sortit du véhicule avant de se diriger vers une ancienne station de métro en ruine. L'air était froid et la tension palpable. Les gouttes de sueur de Gary tombaient de son visage jusqu'aux flaques de boue sur le sol. Il mit l'enfant à genoux, le torchon l'empêchant de retenir sa salive, en pleurs. Il pointa son arme sur la tête d'Elliot lorsque Credy et ses hommes descendirent les marches du métro, leurs armes rivées vers l'inspecteur. « Manson, lâchez cette arme !»« Vous ne comprenez pas, monsieur Credy. Je dois le faire, » dit-il d'une voix tremblante. Manson tira une balle en plein dans la tête du garçon, mais ce dernier n'avait pas une égratignure. Manson, Credy et ses hommes étaient tous sous le choc. Mais ce qui allait arriver dépassait de loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Elliot brisa ses liens, enleva le morceau de tissu qu'il avait dans la bouche, en se levant, une main humaine se changeant en une main de démon, saisit le poignet de Gary pour ensuite le démembrer, encore conscient, son corps gisant sur le sol. Elliot fut totalement changé, comme si un être sorti des enfers avait pris sa place. Ce démon sans nom à l'apparence fort humaine s'approcha du visage de l'inspecteur Manson en lui susurrant à l'oreille. « En cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis personam. »« Mais qui êtes-vous » dit Manson, dont la vie semblait le quitter petit à petit. Il répondit à voix basse. Qui d'autre pourrait se servir du visage de l'innocence pour ainsi combler un appétit aussi monstrueux, si ce n'est le fils du diable lui-même? Les gens désespérés font vraiment appel à n'importe qui ces temps-ci. Je vous jure, les Walker étaient tellement déchirés lorsqu'ils ont perdu leur Cédric. Tout ce que j'ai fait, c'est de leur donner un fils en échange du contrepartie. Mais le fils des Fleury n'était pas le premier. Credy tremblait à peine, contrairement aux 4 agents de police à ses côtés. « Cessez tous ce charabia! Tu crois nous faire peur ?» Monsieur Credy, comme nous nous rencontrons enfin, je dois l'avouer, me faire passer pour un tueur en série psychopathe était si proche de la réalité. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis très reconnaissant de vos efforts pour m'arrêter. Et vous aussi, monsieur Manson, de vous être autant donné pour connaître la vérité. Mais vous ne pouvez jamais m'arrêter. Ah oui! Et qu'est-ce que tu comptes faire? À peine avancé vers nous, tu seras criblé une blague. Je me ferai un plaisir de t'achever. Non, vous avez des balles et l'espoir que je sois à terre lorsque vos armes seront vides. Parce que dans le cas contraire, vous mourrez avant d'avoir pu recharger. C'est impossible! Tuez-le! Sans plus attendre, les hommes de Credy, entourant en demi-cercle, commencèrent à lui tirer dessus. De nombreux impacts lui traversaient le corps. Aveuglés par une nuée de poussière très dense, ils baissèrent tous leurs armes, finalement certains de leur victoire. Mais un râle se fit entendre. À moi maintenant. À une vitesse étonnante, une ombre sortit de la nuée de poussière et vint éclater le crâne de l'un des policiers au sol. Un autre se vit transpercer le torse par la main du démon. Apeuré, le 3e agent tenta de remonter hors de la station de métro, mais se fit stopper à cause d'une rafale de vent qui le fit retomber en bas des marches. Le démon lui dissocia les membres, et le 4e agent se tenait prêt à courir dans les conduits et se fit décapiter net. Il ne manquait plus que Credy, tétanisé au sol, dans la boue. La nuée de poussière était dissipée, et il se tenait là, debout en face de lui, regardant de haut comme s'il n'était qu'à moins que rien.
Le démon se baissa pour lui dire les dernières choses qu'il entendra de sa vie. Vous voyez, monsieur Crédit, j'avais raison. Et il le tua instantanément. Le démon sortit fièrement des souterrains boueux, en riant à n'en plus finir. Était un loup dans un groupe de moutons, ou un renard dans un poulailler, et la peur et l'angoisse en résultera. Mais lorsque sur nos terres marche un démon, ce n'est pas seulement la peur ou l'angoisse qui s'empare de nous, mais également la douce faucheuse.